bizarre ça. Alors, ça existe. Il y a plein de choses qui existent déjà, mais qui sont mal connues. C'est sans doute ça. On passe au quatrième table ronde concernant la démocratie. Alors, ce qu'il faut faire pour améliorer la démocratie, Margit Brunat, votre groupe a proposé 3 éléments. Allez-y. Bonjour à tous et à toutes. La qualité de vie démocratique à l'échelle européenne nécessite clairement une implication forte, courageuse, ambitieuse des citoyens et de leur consultation régulière, on l'a vu, en dehors, y compris des périodes électorales. Et dans ce cadre, dans la perspective d'impliquer plus fermement, plus concrètement, plus régulièrement, surtout les citoyens, dans l'élaboration du projet politique européen, mais également dans la construction de leur avenir commun, de leur bien ou de leur mieux vivre en Europe. Nous souhaiterions, et nous vous demandons ainsi d'accepter, de bien vouloir élaborer un plan stratégique de mandature. Un plan stratégique donnant corps et sens à l'idéal, mais aussi au projet politique européen. Un plan stratégique accessible, audible aux citoyens, inscrit dans une vocation politique, mais à vocation également systémique, allant de la culture à l'économie, en passant par, évidemment, l'agriculture, la politique de défense et, évidemment, la politique de l'emploi. Un projet stratégique soumis aux citoyens, par exemple, par le biais d'une grande consultation utilisant les réseaux sociaux numériques. Voilà, c'est pour vous. Marielle. Marielle, ça Vous avez des baillons, comment vous avez déjà parlé avec des... Écoutez, nous avons... Attendez. Je vous propose, vous avez des choses à dire là? Oui, mais c'est pas au programme, mon vieux. Ça, c'est pas le programme, des trucs de rigolo. Il n'y a que 5 thèmes qui sont retenus. Je suis désolé. Celui-là, Je trouve que c'est intéressant, c'est une expression citoyenne. Oui, mais c'est une expression citoyenne. Vous n'interviennent pas dans Parce qu'ils font des chefs d'accord, c'est-à-dire ils devraient au moins les prendre à un moment donné, ils ont parlé. Le problème, c'est que je crois que c'est Gary qui l'a dit, il en a parlé. ça y est, on vous a entendu, on vous a remarqué, on vous a vu, Vous aurez pu à un moment donné. on sait que vous êtes là, on a entendu votre message. Merci. On va continuer. Si vous avez... Oui. C'est les citoyens, c'est tout le monde. Excusez-moi, mais il y a des citoyens qui ont travaillé toute la matinée, qui n'ont pas été dans votre plastique, qui ont travaillé toute la matinée pour avoir des propositions. Sortez-les, sérieusement. Il faut les sortir. S'il vous plaît, à ceux qui sont sur la question du traité transatlantique, sachez juste que, effectivement, ce n'était pas le cas aujourd'hui d'en parler, mais nous en parlerons largement. Europa Nova va lancer toute une... Je peux parler, s'il vous plaît? Je peux pas. On fait un exercice démocratique et vous savez, il va falloir... Regardez-vous, il y a que des blancs déjà. Il y a des hommes dans votre pays. Moi, je suis bien. S'il vous plaît, il y a une minute, on va demander, s'il vous plaît, on va faire un exercice qui est ici un exercice important parce qu'il renvoie au travail des citoyens qui sont venus aujourd'hui. Donc, respectez-le, s'il vous plaît. Par ailleurs, si vous voulez débattre avec nous de la question du traité, vous serez les bienvenus car nous avons organisé toute une série de conférences avec Europa Nova. Voilà. Maintenant, si vous voulez, pas du tout l'année prochaine, en septembre, cette fois-ci, donc rassurez-vous. Maintenant, si vous voulez continuer d'empêcher la restitution du travail des citoyens, nous serons obligés de vous faire évacuer. Voilà. On reprend l'idée du plan stratégique de mandature. Au fond, quel programme de mandature?
caricature. Donc moi, je vous ai dit tout à l'heure... Faut-il le présenter faut-il que les citoyens s'expriment dessus aussi? Eh bien écoutez, c'est l'idée des élections en fait, ça s'appelle les élections, ça se passe le 25 mai et chacun présente son projet de mandature et son programme de mandature. Nous on a un programme au centre de mandature avec 65 propositions extrêmement précises, avec un premier chapitre qui est consacré à un nouveau contrat social pour l'Europe, parce que nous demandons une convergence au minimum dans la zone euro, à 5 ans, pour que les distorsions les plus choquantes soient mises de côté. Ça, c'est le premier point. Nous voulons, par exemple, un droit du travail européen, nous voulons un contrat d'apprentissage européen, nous voulons des conventions collectives européennes. Ça, c'est un premier grand chapitre. Et puis, il y a un deuxième chapitre qui est, au fond, qu'est-ce qu'on dit pour faire relancer la croissance et l'emploi chez nous? Quelle politique industrielle? Quelle politique en matière de grandes infrastructures? Comment on va avoir un budget plus important? C'est un deuxième grand chapitre. Troisième grand chapitre, on pourrait venir au partenariat transatlantique, je ne vais pas les énerver, mais c'est au fond, quelle politique commerciale pour l'Europe? Il faut qu'on ait une Europe qui défende l'intérêt des Européens dans la politique commerciale. Ça a l'air simple de dire ça, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, au fait, il faut une politique commerciale qui renforce ces instruments de défense. Il faut aussi que l'ensemble des produits qui viennent chez nous dans l'Union européenne et qui ne respectent pas nos normes de l'Union européenne ne puissent pas rentrer chez nous. On a des normes hyper exigeantes en Europe, en matière sanitaire, environnementale, sociale. On a raison d'avoir des normes exigeantes. Ces normes, nous devons les faire respecter. Et ça vaut aussi pour les négociations avec les partenariats transatlantiques. Quatrième point de nos grands chapitres de programme, c'est les réponses à toutes les grandes questions qui touchent le monde, que ce soit la politique de migration. Nous voulons au centre une politique de l'immigration qui soit européenne. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Avec des quotas par métier, par pays, qu'on puisse donc on puisse aller dans l'Union européenne. Le revers de cela, c'est aussi d'avoir des frontières européennes qui soient sécurisées par police maritime, terrestre, des frontières européennes. Et qu'on laisse pas les pays du Sud, par exemple, seuls en ligne, comme c'est trop souvent le cas. Et puis, cinquième grand chapitre, on a besoin, on le voit avec ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. À nos frontières, nous avons un état de guerre civile. On a besoin vitalement d'une défense commune, enfin, d'une politique étrangère commune. C'est la démocratie. La démocratie, c'est vital. Le sursaut démocratique dont je parlais tout à l'heure, voilà l'Europe que nous proposons, nous, au centre. Oui, allez-y. Alors, la question de la démocratie, je crois qu'à travers votre question, on voit bien que, au fond, la relation entre les citoyens et les élus, elle bouge. Et elle bouge pour une bonne raison, c'est-à-dire qu'on n'exerce plus ni le mandat d'élu, ni la fonction de citoyen dans les mêmes conditions que du temps de Jaurès, où il suffisait de se réunir dans un préau tous les 5 ans pour adopter un programme. Ça n'empêche pas que le programme reste important. Nous, Parti socialiste français, avec notre présence dans les 27 autres États membres, nous avons élaboré un manifesto qui est court, synthétique, qui va droit au but par rapport à ce que nous devons mettre en œuvre derrière notre candidature, celle de Martin Schulz. Mais je crois que justement, si nous avons ce manifesto, ça veut dire que lui-même derrière, s'il devient président de la Commission, il devra vis-à-vis du Parlement européen avoir une relation claire par rapport à un programme de travail. Moi, j'ai un regret comme rapportrice du rapport de crise et de la commission d'enquête que nous avions mis en place. Je considérais que le rapport que nous avions élaboré à la suite de ce travail en commun valait programme de travail pour la commission. Le Parlement européen n'en a pas voulu, sans doute parce que ceux qui avaient été à l'initiative de la mise en place de cette commission d'enquête, finalement, comme ce n'était pas eux qui étaient rédacteurs, on trouvait que c'était beaucoup moins intéressant que de valoriser un programme qui leur échappait. Mais ça aurait été une vraie prise de pouvoir par le Parlement européen pour guider le travail de la Commission européenne autour d'une programmatique qui, je vous jure, avait un peu plus d'allure que ce qu'a fait M. Barroso au cours, y compris, de ce deuxième mandat qu'il n'aurait jamais dû avoir. Et ça ne suffit pas parce qu'ensuite il y a toute la question de comment est-ce qu'on interfère avec ce que vous représentez. Et je ne dis pas ça par démagogie, mais on voit bien, si au Parlement européen à la fin on peut être en éponge avec ce que vous êtes, lorsque on se mobilise pour faire tomber SWIFT, pour faire tomber ACTA, c'est parce qu'il y a ce fonctionnement d'une démocratie européenne, au-delà de ce qu'on voit dans nos espaces nationaux, qui
peut être absolument essentiel pour nous guider tout au long de la mandature. Et c'est ce que j'espère nous pourrons faire, notamment lorsque nous aurons à évaluer ce fameux accord transatlantique. Et quelque chose me dit, compte tenu de la façon dont la campagne se passe, que c'est ça qui va arriver et je m'en réjouis. Merci. Deuxième proposition. Eh bien, dans le cadre d'une vie démocratique saine et riche, il est donc fondamental d'accroître l'accès à l'information européenne. On en a déjà parlé et évidemment, on l'a également signifié, d'intensifier la participation publique et active des citoyens. Et dans ce cadre, nous souhaiterions avoir votre avis sur la place que vous souhaiteriez donner aux citoyens, donner aux restitués, plus précisément aux citoyens européens, en dehors des périodes électorales. Comment souhaitez-vous les impliquer dans la vie démocratique européenne, précisément? Et par ailleurs, comment souhaitez-vous les associer, cela touche notre question précédente, à la prise de décision en dehors et au-delà des leviers traditionnels de mobilisation? Que pensez-vous notamment de consultations, encore une fois, liées aux réseaux sociaux numériques comme outil de, non pas de codécision, mais de co-impulsion d'idées européennes? Cette question s'adressant à M. Lamassoure et à M. Patrick Lenic. Monsieur Lamassoure. Je vous remercie de me poser cette question parce que nous avons introduit, j'y étais pour quelque chose, dans l'actuel traité européen, une procédure nouvelle qui s'appelle l'initiative citoyenne européenne, qui est un droit de pétition collective qui n'existe nulle part ailleurs, qu'on n'a jamais pratiqué en France, selon lequel si 1 million de citoyens sur 380 millions d'adultes, originaires d'un quart des pays, c'est-à-dire de 7 pays en l'état actuel des choses, si chacun parlant sa langue, signe une pétition dans laquelle il demande que l'Union européenne intervienne dans un domaine qui est de sa compétence, mais où elle n'intervient pas, cesse d'intervenir dans un domaine où il trouve qu'elle intervienne de manière intempestive, ou change son mode d'intervention, à ce moment-là, la Commission européenne et le Parlement européen sont obligés de s'en saisir. Nous avons déjà eu 3 initiatives citoyennes qui ont abouti. Et je le dis notamment à nos gentils perturbateurs, qu'il y a une manière plus intelligente de participer non seulement au débat, mais à l'action de l'Europe, en signant une initiative citoyenne, non pas de quelques personnes venues ici pour perturber ce débat, mais de 1 million de citoyens au moins dans 7 pays européens. Et à ce moment-là, vous serez pris au sérieux et vous serez invité au Parlement européen pour présenter vos propositions. Les membres du Parlement européen, et chacun des partis politiques représentés au Parlement européen pourra donner son sentiment sur vos idées et sur vos propositions. Je vous indique que sur 3 sujets complètement différents, auxquels les dirigeants européens et trop souvent les députés européens nous-mêmes ne s'intéressaient pas, ou pas suffisamment, eh bien, le débat progresse. Et notamment, je donne le premier exemple qui est spectaculaire, il y a une initiative citoyenne pour baisser le coût des communications de mobiles entre pays européens. La Commission européenne a été tellement affolée qu'avant qu'on aboutisse à 1 million de signatures, elle nous a proposé un texte qui a permis de baisser de moitié le coût de ces Moi, je crois que la participation citoyenne et la démocratie citoyenne, ça doit être le but d'une nouvelle construction européenne et ça doit être aussi le moyen. Or, aujourd'hui, la perception, c'est que, et une grande part des réalités, c'est qu'on est dans une Europe démocratique si elle n'est pas antidémocratique, bien souvent. Et je crois que de ce point de vue, donc, il faut trouver le moyen de faire participer plus les parlements nationaux, les associations, les syndicats, les comités de citoyens, dans un va-et-vient avec le Parlement européen qui devrait avoir un pouvoir d'initiative législative. C'est vrai ce que vient de dire M. Alain Lamassoure, c'est qu'il y a cette possibilité d'initiative citoyenne, mais nous n'avons traité aucune dans le courant de notre mandat. Et nous avons une sur l'eau, elle n'est pas traitée. Nous en avions déposé nous-mêmes, nous avons nous-mêmes fait une proposition au plus fort de la crise pour créer les conditions de faire un fonds
humain, social et écologique branché sur la Banque Centrale Européenne pour sortir des difficultés dans lesquelles nous étions. La Commission nous a répondu que ça ne correspondait pas au traité, par conséquent on nous a rejeté cela, alors que c'était une question fondamentale, un débat fondamental, puisque des commissaires l'ont reconnu depuis. Enfin, je crois qu'à chaque fois qu'il y a une directive importante ou un traité important, un sujet important, il faudrait créer les conditions qu'il y ait le débat dans les parlements nationaux, mais dans les associations citoyennes et dans les populations au maximum, et que la directive soit, in fine, le résultat de ce débat démocratique, avec la possibilité pour un pays, tant qu'on n'a pas trouvé un compromis qui ne remette pas en cause les traditions, l'histoire et les intérêts du pays en question, la possibilité de ne pas l'appliquer tout en continuant de négocier. Je crois que c'est une nouvelle union des nations et des peuples qu'il faut inventer aujourd'hui. Merci. Troisième proposition. Eh bien, dans le cadre du projet européen, il est tout à fait fondamental, et on l'a vu, de s'inscrire dans une idéalité européenne, dans une certaine cohérence par rapport aux valeurs de l'Union. Et dans ce cadre, évidemment, il est important de donner du sens et donner du corps à cette Europe démocratique. Évidemment, elle ne se construit pas sans un choix ou une réflexion autour de la souveraineté. Or, une des questions que nous souhaiterions vous poser est bien de savoir si la souveraineté européenne pourrait se traduire aussi par une Europe des régions. Et derrière l'Europe des régions, il y a évidemment une polysémie du terme région qu'on vous demandera de bien vouloir traiter. Et de manière subsidiaire, est-ce que vous pensez que si cette idée d'Europe des régions est intéressante ou admissible, quel serait l'échéancier le plus pertinent pour déployer cette éventualité, ou en tout cas cette idée potentielle? Cette question étant adressée à la fois à Madame Lepage et à Monsieur Durand. Merci. Madame Lepage. Alors, l'Europe des régions, je dirais qu'il y a déjà un Conseil des régions qui joue un rôle consultatif, mais qui peut avoir sur un certain nombre de sujets, je pense par exemple aux régions sans OGM, un rôle non négligeable sur l'évolution des prises de position du Parlement européen. Je vois très bien l'idée que vous avez, d'un côté, je dirais, une Europe qui serait plus fédéraliste et qui donc ferait l'impasse sur l'État pour travailler directement avec les régions. C'est un peu ça que, si je comprends bien votre question, que vous avez en perspective. Ça veut dire effectivement un très grand bouleversement par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Et me semble-t-il une difficulté liée aussi à la taille des régions. Vous l'avez implicitement invoqué, vous avez raison, nous avons 22 régions en France, qui ne sont pas de taille comparable, par exemple au Länder allemand ou aux grandes régions espagnoles, et d'autre part des pouvoirs différents d'entre les États décentralisateurs, même fédéraux, et des États jacobins comme le nôtre, le plus jacobin d'Europe d'ailleurs très probablement. Voilà, donc je crois que c'est peut-être une perspective à avoir, mais il y a peut-être un moyen terme. Le moyen terme étant effectivement une association plus grande et plus formalisée des régions aux prises de décision et aux choix. Et en faisant la liaison avec ce qui a été dit précédemment, sur l'association des citoyens à ce qui se passe, je pense que la région est un bon échelon pour faire participer les citoyens aux grands choix qui se font. Niveau national, c'est quand même très vaste. Si déjà nous institutionnalisions une forme de participation des citoyens par région aux grands sujets européens, et bien ce serait une manière de créer la première marche vers l'idée que vous faites de ce que pourraient être les régions en Europe dans l'avenir. Merci, Pascal Durand. C'est une question effectivement très très difficile à résoudre comme ça sur un échéancier précis, parce que ça touche aux institutions, et donc ça touche d'abord et avant tout à des discussions et à des compromis. Il y a une chose qui est certaine, et Corinne Lepage vient de dire que nous étions l'État le plus jacobin d'Europe. Il y a une chose qu'il faudrait que les Françaises et les Français se sortent de la tête, c'est que l'Europe fédérale ne sera pas la France en plus grand. Et ça, c'est très très important de la Une fois qu'on a posé ce principe-là, nous sommes obligés de regarder ce qui fonctionne et comment ça fonctionne aussi ailleurs. Nous sommes, et les écologistes le portent depuis très longtemps, nous sommes pour une France déjà beaucoup plus régionale, parce que nous considérons que c'est par le local que de
nombreuses initiatives vont pouvoir redémarrer. On voit très bien, on en a parlé tout à l'heure, de la réussite du développement d'une industrie du renouvelable en Allemagne. Je dis bien réussite parce que là, c'est 340 000 emplois qui ont été créés, pendant que nous, on en perdait 20 000 pendant ce temps-là, sur notamment le solaire. Et ça part des régions. Ça part d'une logique où les territoires s'approprient un certain nombre de réponses, les mettent en œuvre, et il y a au niveau fédéral la question de l'intérêt général. Donc, la question que vous posez, c'est d'abord, est-ce qu'on est en mesure de créer un intérêt général européen? Parce que c'est bien beau de dire, nous sommes des fédéralistes, et nous le revendiquons, mais simplement, il n'y a pas de fédéralisme possible si à un moment, il n'y a pas un espace d'arbitrage de l'intérêt général. Ça n'est pas la Commission, ça n'est pas le Conseil européen qui sert à gérer des égoïsmes nationaux et des rapports de force, c'est donc le Parlement européen à ce stade qui doit être l'espace de l'intérêt général européen. Alors peut-être qu'il faut imaginer un bicaméralisme, peut-être qu'il faut imaginer une Europe avec l'équivalent d'un Sénat, avec une Europe des régions, mais dans ce cas-là, il faut que les régions soient transversales, transnationales, il faut qu'on dépasse les logiques des États-nations, mais là aussi, quel fédéralisme nous voulons mettre, quelle part des parlements nationaux. Tout ça sont des questions absolument majeures. Vous avez raison d'appuyer cette question parce que la France ne s'en sortira pas dans sa logique centralisatrice, elle n'y arrivera pas au niveau européen parce que ça n'est pas partagé. Donc il faut réfléchir à ça. Je m'excuse, je vous demande de m'excuser, je ne suis pas en capacité de vous donner un échéancier parce que ça se négocie et que l'Europe c'est aussi un espace de compromis. Merci. Avec le GMT, ça sera impossible. Les normes sont décidées par les entreprises. Vous les voir. Lisez les mandats que reçus les... Trois observations à propos de la démocratie. La première observation, tous les 5 ans, pendant les très brèves campagnes électorales que nous connaissons, nous voyons revenir de Strasbourg et de Bruxelles les parlementaires qui ont été élus et qui nous expliquent le temps d'une campagne électorale que l'Europe devrait être plus sociale, que l'Europe devrait être réorientée, qu'elle ne fonctionne pas bien, qu'elle n'est pas bureaucratique, qu'elle est trop bureaucratique, qu'elle ne prend pas en compte l'intérêt des peuples qui la composent. Et ils proposent naturellement d'abolir toutes les mesures qu'ils ont votées. Ils vont loin quelquefois. Ils disent qu'il faut abolir Schengen qu'ils ont voté. Ils disent qu'il faut abolir la circulaire des travailleurs détachés qu'ils ont voté. Ils font des promesses et puis ils rentrent à Bruxelles ou à Strasbourg et on les revoit 5 ans plus tard quand ils ont été réélus. Ça incite à s'interroger. Faut-il les croire? Il faut les croire d'autant moins que nous en France, nous ne devons pas oublier que nous avons connu un déni de démocratie sanglant lorsqu'en 2005, le peuple français a refusé un traité constitutionnel et que par la suite, par le biais des traités de Lisbonne, de Nice, du traité constitutionnel, du pacte de stabilité, on lui a imposé un certain nombre de mesures appelées avancées pour faire bien, sans qu'il soit plus jamais consulté. Nous avons affaire là à une véritable plaie au flanc de la démocratie qui explique largement la crise de confiance entre les élus et les électeurs, entre les peuples et ceux qui les dirigent. Troisième observation à propos de démocratie, il était beaucoup question, vous vous en souvenez certainement, il y a plusieurs années, du principe de subsidiarité, qui signifiait que l'Europe revenait à l'Europe. Tout ce que les États étaient incapables de traiter, ils traiteraient moins bien que les institutions européennes ne seraient capables de les traiter. Et puis au fil des années, l'administration ayant horreur du vide et ayant tendance à proliférer, comme on l'a vu, et par le biais de ces traités illégitimes, nous avons vu peu à peu s'étendre le pouvoir de certaines institutions. Et il est frappant, et c'est quand même quelque chose qui devrait donner à réfléchir lors des élections qui viennent, qu'il y a 4 institutions dont dépend notre sort à l'heure actuelle. C'est la Commission, c'est la Banque centrale et c'est la chancellerie allemande, disons. Et ces institutions, et la Cour de justice, européenne, pardon, 3 institutions. Et il y a une institution, une seule à Bruxelles, qui est élue démocratiquement, qui représente véritablement les peuples à la proportionnelle, et c'est celle qui a le moins de pouvoir, c'est le Parlement européen. Il y a là, me
me semble-t-il, en dépit des protestations que j'entends sur ma gauche, il y a là quelque chose comme une anomalie. Et puis, j'ai un petit point, juste 2 secondes, sur les régions. La décentralisation est quelque chose d'intéressant, c'est une bonne chose. Les excès du jacobinisme sont certains, mais la décentralisation est une chose, le morcellement en est une autre. Nous avons déjà un gâteau à 28 feuilles. S'il faut avoir également un millefeuille européen, c'est beaucoup pour moi. Merci. Dernier atelier sur l'euro. Ah, on vote d'abord. Un peu dur. Mais il n'y a pas de souveraineté européenne, parce que je n'ai pas bien compris la dernière question. On avance avec l'atelier euro. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc concernant notre atelier euro, notre première interpellation s'adresse à Mme Corinne Lepage et à M. Patrick Beillaric. Nous assistons aujourd'hui à un déséquilibre économique et social entre les États membres de la zone euro. Dès lors, pour assurer le bon fonctionnement dans la durée de l'union monétaire, comment faire converger dans le progrès ces différents États membres? Merci. Alors, d'abord, est-ce que votre question, je pense, doit être posée simplement dans l'Euroland, ou est-ce qu'elle est globale à l'Europe? Elle concerne effectivement les 18. Oui. On parle des 18, on parle pas des 28. D'accord, non mais... circonscrit à la zone euro. D'accord, ok. Donc, comment faire converger dans le progrès les différents États membres? C'est vrai qu'il y a de très grandes différences au sein de la zone euro. Moi, je suis partisane d'une harmonisation fiscale et sociale. Je pense très difficile l'harmonisation sociale et fiscale à court terme au sein de la zone euro. C'est la raison pour laquelle nous défendons l'idée d'une locomotive pour l'Europe que nous avons appelée Cœur d'Europe, qui serait un certain nombre de pays, exactement ce qu'on vient de faire pour la taxe sur les transactions financières, et qui serait chargé précisément de tirer les pays, parce que c'est essentiellement des pays de la zone euro, mais pas tous, vers cette convergence pour qu'ensuite les autres puissent rejoindre. Tout simplement parce que nous avons une alternative. Ou bien nous faisons peu, mais à 18, ou bien nous sommes plus ambitieux, nous voulons aller plus vite, nous voulons créer une vraie dynamique, et on le fait à moins. Nous sommes, nous, sur cette position-là, parce que, très précisément, cela nous semble très utopique d'imaginer de faire autrement. Nous avons besoin d'une Europe de la défense, nous avons besoin d'une Europe de l'énergie, nous avons besoin d'une politique industrielle commune. Est-ce que tout cela est possible à 18? Je pense que c'est beaucoup pour y arriver, compte tenu des différences actuelles. Moi, je plaide en faveur d'une vraie locomotive de l'Europe. Nous avons besoin de relancer une dynamique, de relancer une envie d'Europe, et je ne crois pas que nous puissions le faire à 18, même s'il faut, au sein des 18, avoir quelque chose de beaucoup plus démocratique, avoir un contrôle parlementaire sur les décisions prises dans l'Euroland. Tout ça est nécessaire. Mais pour répondre à votre question, je crois que nous avons besoin aujourd'hui d'une locomotive, et je ne pense pas que nous puissions le faire à l'échelle des 18. Merci. Patrick Beillaric. Il n'y a pas de réponse convenable à cette question si on ne change pas la manière de faire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au lieu de compresser en permanence les budgets sociaux et les budgets publics, au lieu de compresser la rémunération du travail, on n'aille pas vers une harmonisation sociale qui implique une lutte contre le dumping social et le dumping fiscal. C'est-à-dire qu'il faut trouver des systèmes d'harmonisation vers le haut, progressifs, avec un rythme, évidemment, avec des moyens financiers pour les pays qui sont en retard de développement, les aider à construire eux-mêmes des mécanismes de progrès sociaux, des mécanismes de sécurité sociale, mais il peut y avoir des moyens pour cela. Par exemple, si on se donnait comme objectif une nouvelle répartition des richesses et une nouvelle manière de les produire, c'est-à-dire si on combinait le progrès social et écologique. D'autre part, il faudrait instituer dans l'Union européenne, pour chaque pays, une clause de non-régression sociale, de telle sorte qu'on ne soit pas dans la situation d'aujourd'hui où en permanence on diminue. Enfin, il faut faire une avancée, et non pas ce qu'on a connu dans 2 séances du Parlement européen ces mois derniers, que notre Parlement et les institutions votent
des textes et des orientations, des directives pour l'égalité homme-femme et respecte le droit à l'avortement, contrairement à ce qui a été fait. Enfin, je crois que l'outil de la Banque centrale européenne doit être profondément réformé. Ses statuts doivent être changés et la Banque centrale européenne ne doit pas servir à faire de la création monétaire pour le système bancaire privé, mais doit faire de la création monétaire pour aider les États, soit prendre une partie de leurs dettes, les aider à faire du financement, notamment dans le développement social, humain et écologique. Merci, deuxième question, deuxième interpellation. Jean-Michel Tisser. Notre deuxième question s'adresse à Mme Pervenche Berès et M. Dominique Jamais. L'euro souffre aujourd'hui d'une forte défiance de nos concitoyens, même si, dans leur grande majorité, ces derniers ne souhaitent pas sortir de la zone euro. Quelles sont vos idées pour que l'euro devienne un instrument concret qui facilite la vie quotidienne et les échanges entre les citoyens de la zone euro? Merci. Votre question est un peu bizarre, parce que l'instrument concret, il existe. Je veux dire, l'euro, il est là. Donc si c'est la question de faciliter les déplacements des citoyens européens dans l'espace de la zone euro, ça ne va pas changer. Donc moi, je veux comprendre votre question d'une manière un peu plus dynamique et de vérifier comment est-ce que le fait que nous partagions une monnaie sert les intérêts des citoyens dans leur vie quotidienne, c'est-à-dire dans le fait d'avoir un emploi ou pas. C'est exactement le sens de la question. Et cela suppose de changer de majorité à l'échelle européenne et d'avoir à la tête de la Commission européenne quelqu'un qui considère que plutôt que de faire une fuite en avant au nom du marché intérieur et de faire du sauvetage des banques une priorité, la question du retour à l'emploi et d'un emploi décent partout en Europe est la priorité et que c'est pour ça qu'on a fait l'euro. Ça suppose une inflexion radicale de la politique menée par la Commission européenne et ça doit permettre de recréer à l'échelle de l'Union européenne cette valeur ajoutée qui nous fait tant défaut et qui explique la colère de tant de citoyens européens qui aujourd'hui se détournent de l'Europe alors même que les défis que nous connaissons sont des raisons supplémentaires de renforcer l'Union européenne. Cela suppose aussi que lorsque Mario Draghi dit la question du taux de l'euro et de savoir si on n'a pas un euro trop fort pour un certain nombre des économies de la zone, sans que ça doive nous détourner de l'objectif de retour de compétitivité, est une question qui doit être posée et qui devra faire partie des éléments du débat démocratique que le prochain Parlement européen aura à observer et à piloter avec détermination, mais ça dépend du vote. Merci, Dominique Jamais. Lorsque l'euro a été créé, ou pour créer l'euro, il fallait surmonter certaines difficultés, pas minces. Il s'agissait de mettre fin à la diversité de monnaies, vieille parfois de plusieurs siècles, et à laquelle les peuples étaient sentimentalement attachés, entre autres raisons. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, comme vous le savez, il y a des pays qui se trouvent bien du niveau de l'euro, du taux de l'euro, c'est l'Allemagne, c'est l'Autriche, c'est la Finlande, c'est les Pays-Bas, et puis il y a des pays qui s'en trouvent mal et qui en souffrent. On dit qu'il est impossible de sortir de l'euro parce que ce n'est pas prévu, c'est une plaisanterie. On dit qu'il est impossible de sortir de l'euro parce que ce serait un drame financier, économique, que sais-je encore. Cela dépend de la volonté. Il y a eu de la volonté politique pour créer l'euro, il pourrait y avoir de la volonté politique pour aménager l'euro. Simplement, elle manque pour l'instant. Et la réévaluation de l'euro, ou les divers scénarios par lesquels il serait possible d'aboutir à des euros à plusieurs niveaux, c'est une question de volonté politique d'une part, et d'autre part une question de solidarité. La réévaluation de l'euro, c'est la pierre de touche de la solidarité européenne. Si ceux qui profitent de l'euro ne veulent pas tenir compte des intérêts de ceux qui en souffrent, cela montre qu'il reste beaucoup à faire sur ce chemin-là. Merci. Troisième proposition. Michel. Notre troisième et dernière question s'adresse à M. Pascal Durand et Alain Lamassoure. Il faut améliorer la gouvernance actuelle de la zone euro. Que pensez-vous de la création d'un poste de vice-président de la Commission européenne, nommé ministre de l'économie et des finances de la zone euro, ainsi que président de l'Eurogroupe? Son objectif pourrait être de mettre en œuvre une coopération renforcée, permettant de rééquilibrer les richesses afin de financer de vraies politiques communes. Alors, on commence par Pascal Durand. Il n'y a pas de problème. Déjà, d'un vice-président ou d'une vice-présidente, enfin juste, oui, non, je sais, mais parfois c'est aussi important. Ça va de soi. Oui, ça va de soi, mais parfois c'est bien de le rappeler.
Ça fait très longtemps que nous portons le fait qu'il y ait effectivement un monsieur ou une madame euro, quelqu'un qui puisse aussi identifier l'intérêt général européen. Mais je vais juste aller sur la question du ministère des Finances interne à la zone euro. Je pense que ça pourrait être une bonne idée, je dis bien ça pourrait. J'y poserai déjà une première condition. C'est que si vous faites un ministère des Finances et de l'économie au sens large, moi je voudrais qu'on fasse un ministère des Affaires sociales et de la solidarité, au même niveau, en même temps. Parce qu'il faut à un moment que l'Europe rééquilibre, je dis bien rééquilibre, la vision qui est la sienne entre une gouvernance économique et un projet de solidarité, un projet social et le véritable projet européen qui était à l'origine, comme le disait Jean Monnet, de relier des êtres humains et non pas de coaliser des États. Et moi j'aimerais qu'on revienne à l'essence de ce qui a été la valeur européenne. Donc sur le principe d'une gouvernance améliorée de la zone euro, j'ai aucune difficulté. Mais pour faire quoi? Et ça c'est la deuxième question. Parce que pour gouverner la zone euro, ne nous racontons pas d'histoire. Si on ne va pas vers on va dire une logique fédérale, si on ne donne pas à l'euro un budget qui soit un budget sérieux, 1% du PIB, le budget européen en l'état. Donc tout le monde sait que c'est ingérable. La deuxième chose, c'est quel budget propre. La troisième chose, c'est quelle convergence au sein de la zone euro, sociale, fiscale. Si vous me donnez un ministre des Finances qui a été chancelier ou président, entre guillemets, du Conseil des ministres luxembourgeois, et qui considère que l'avenir de l'euro, c'est plus de paradis fiscaux, c'est moins de contrôle sur les flux financiers. Eh bien moi je dis que ce ministre des Finances nous conduira directement à la catastrophe. Donc il faut trouver d'abord et avant tout quel est l'intérêt général européen et ensuite se donner les instruments. On revient toujours à la même question, quelle Europe fédérale nous voulons construire? Et là-dessus je rejoins à 100% ce que vient de dire Mme Pervenche-Berès. Il faut savoir pour qui on vote le 25 mai. Le vote du Parlement européen a un sens. Les projets politiques et les projets européens ne sont pas tous identiques. Il faut qu'on ait aussi le courage de le dire. Merci. Madame Monsieur. Nous sommes en face d'une fausse bonne idée. C'est pas le ministre des Finances qui décide de la politique des finances de la France. C'est le gouvernement, c'est le président de la République et c'est le Parlement. Quelle serait la légitimité d'une personnalité, quel que soit le nom qu'on lui donne, commissaire ou ministre des Finances, s'il voulait imposer à la France, ou à l'Allemagne, ou à l'Espagne, le contenu de sa politique économique, le contenu de sa politique fiscale? Ou alors, il faut dire, et c'est ce que suggère par exemple Pascal Durand, il faut aller jusqu'à un véritable fédéralisme et transférer à l'Union européenne des compétences qui aujourd'hui sont nationales. Alors si tel est le cas, l'impôt sur les sociétés, y compris s'il y a une majorité de gauche au Parlement européen actuel, il ne sera pas de 36% comme en France, il sera plutôt de 25%. L'âge de la retraite, il ne sera pas de 60 ou 62 ans comme aujourd'hui en France, il sera plutôt de 65 ou 67 ans, même s'il y a une majorité de gauche au Parlement européen. Et la durée du travail hebdomadaire, elle ne sera pas de 35 heures, elle sera plutôt de 42 heures. Je ne suis pas favorable à ces transferts de souveraineté. Par contre, ce dont nous avons besoin, c'est que chacun, dans sa politique économique nationale, sa politique budgétaire, sa politique fiscale, sa politique sociale, sa politique environnementale, prenne en compte les objectifs communs européens. Et je prends l'image d'un concert. Chaque exécutant est l'auteur de sa partition et compositeur de sa partition, mais nous avons un chef d'orchestre, alors on peut l'appeler président de l'Eurogroupe, on peut l'appeler ministre des Finances, un chef d'orchestre qui n'est pas celui qui écrit la partition, mais qui s'assure qu'on joue en harmonie pour maximiser la croissance, à charge pour chaque pays d'en faire bénéficier au maximum sa politique sociale. Merci à la Monsieur. Je pense qu'à pour finir cette table ronde, à Marianne On a fait l'euro, mais en faisant l'euro, on a fait que la moitié du chemin.
Et à la vérité, quand on a une monnaie commune, quand on a une monnaie en partage, bien, il faut qu'on aille plus loin sur la coordination de nos politiques. C'est vraiment du bon sens, de nos politiques budgétaires, de nos politiques économiques, de nos politiques d'investissement. Et donc oui, il faut qu'on ait une Europe qui soit recentrée sur l'essentiel et qui soit recentrée, je propose, sur la zone euro. Et qu'on ait davantage d'intégration dans cette zone euro, qu'on puisse imaginer d'avoir un budget plus conséquent pour financer de nouvelles politiques, en particulier en faveur des petites et moyennes entreprises, de l'investissement, des grandes infrastructures, pourquoi pas de mobiliser l'épargne européenne, qu'on ait, pourquoi pas, ce qu'on appelle une ressource propre budgétaire, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir cette négociation, je te donne, je te rends, avec chacun des pays, chacun des États qui est consternante, bien, qu'on ait une ressource propre. Effectivement, pourquoi pas l'impôt sur les sociétés, parce que moi je suis réservée sur l'emploi de la TTF, de la taxe sur les transactions financières comme ressource propre, parce que je préfère la donner au développement des pays qui en ont besoin. Et je trouve que ça serait plus logique et plus éthique. Pourquoi pas avoir une mutualisation d'une partie de la dette avec des euro-obligations? Pourquoi pas avoir ce qu'on appelle des project bonds pour favoriser l'investissement, faciliter l'investissement? Et donc je crois que oui, on a besoin, si on veut que l'Europe se recentre sur l'essentiel, et pour moi c'est vraiment la croissance et l'emploi, on a besoin d'une zone euro plus intégrée. La monnaie, c'est pas une fin en soi, c'est au fond un moyen au service de la croissance que nous devons, nous, Européens, créer. Merci. On vote pour la dernière fois sur le... Là, c'est pas... C'est plutôt vert. Plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal. C'était plutôt... Vous avez été plutôt convaincant. Alors, je sais qu'il y a... Pour finir, je sais qu'il y a... Et d'ailleurs, je sais que certains d'entre vous doivent... sont obligés de partir. Mais je... Donc, n'hésitez pas. Oui. Voilà, on nous avait dit que ça a duré jusqu'à 18h, donc moi je suis attendue sur la télévision parce que c'est aujourd'hui le jour de l'Europe pour parler de l'Europe. Je ne peux pas y être, je vous demande pardon, j'aurais aimé rester jusqu'au bout, mais je ne peux pas. Et donc je vous salue. Je vous remercie. Merci. Donc, il y a un certain nombre d'autres listes qui n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer, notamment, je crois, nos citoyens et les fédéralistes européens. Voilà. Donc,